Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons dans le Var et plus précisément dans le golfe de Saint-Tropez. Angélique nous fera naviguer sur son bateau traditionnel et Yann revenir aux essentiels dans son jardin maraîcher. Entre vignes et espaces préservés, notre périple nous conduira à la découverte d'un patrimoine historique et naturel exceptionnel. Je vous laisse apprécier les ressources de ce terroir ensoleillé et je vous donne rendez-vous juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Niché sur la côte sud du Var et baignant dans la mer Méditerranée, le golfe de Saint-Tropez et sa presqu'île forment un écrin de nature très préservé. À quelques kilomètres seulement de la célèbre ville de Saint-Tropez, symbole de luxe et d'apparat, ce golfe éponyme possède pourtant l'un des patrimoines naturels les plus variés du département. Sur son littoral, se succèdent de petites criques confidentielles et de grandes plages de sable fin, d'où l'on aperçoit aisément l'île du Levant et celle de Port-Cros, au cœur du parc national protégé. Dans l'arrière-pays, les vallons et collines arborées se parent d'une palette de couleurs allant du vert au gris en passant par l'ocre. Cette vaste forêt est le massif des Maures, qui recouvre plusieurs dizaines de milliers d'hectares et abrite une biodiversité remarquable. Sur les hauteurs, de petits villages provençaux comme Ramatuelle ou Gassin arborent au printemps des reflets chatoyants. Très visité l'été, le golfe de Saint-Tropez dégage hors saison une sérénité et un calme inattendus. À cette période, le soleil se fait parfois plus discret et cède sa place à quelques rares orages, donnant au paysage l'aspect d'une aquarelle. Au port de Cavalère, les bateaux de plaisance sont à quai. Seuls les va-et-vient des pêcheurs viennent parfois troubler la quiétude des lieux. Comme chaque nuit, vers 4 heures du matin, Angélique part en mer relever ses filets. Cette ancienne monitrice de plongée, amoureuse de la mer, a décidé de devenir pêcheuse professionnelle il y a 7 ans et ne se voyait pas pratiquer autre chose qu'une petite pêche artisanale. Dans le port de Cavalère encore endormi, elle fend les eaux, seule, à bord de son petit bateau. Donc là, on est sur un mode de pêche traditionnel. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le pointu, donc la barque provençale. Tout simplement parce qu'il est pointu devant et pointu derrière. Il a une carène qui est vraiment très particulière. Et c'est le bateau idéal pour la mer Méditerranée, qui passe très très bien dans les vagues, même par mauvais temps. Il épouse la mer, il tape jamais. Et il est fidèle, mon meilleur ami. Son meilleur ami a aujourd'hui 65 ans et tient toujours aussi bien la mer. À son bord, Angélique prolonge les traditions ancestrales et pratique une pêche responsable en utilisant différents types de filets dormants. Il faut savoir que la pêche au filet dans la conscience collective a une mauvaise réputation. On pense que il suffit de poser un filet un peu n'importe où et puis de prendre ce qui passe sans sélectionner finalement. C'est pas le cas. Là on sait que c'est un filet, là celui-ci par exemple qui est une maille moyenne, petite moyenne. Il va faire donc du poisson de soupe, quelques rougets, c'est ce que j'ai dans la main actuellement. Et éventuellement des sèches aussi, ça c'est vraiment ce qui est ciblé avec ce filet. Et là on voit bien que ces filets c'est pas destructeur comme on l'entend. Soit j'ai du poisson, soit il n'y a rien. Quand le filet remonte propre, ça abîme pas les fonds. Et là le jour qui est en train de se lever tout doucement. La pêche est plutôt moyenne aujourd'hui, avec une petite caisse de poisson de soupe, quelques sèches, quelques rougets, voilà. Il n'y a pas de loi, il faut chercher pour trouver. Donc si on n'essaye pas, si on ne cherche pas, on ne sait pas où est le poisson, parce que c'est pas une science exacte du tout. Le poisson il se déplace, il ne vient pas toujours au même endroit au même moment.
Après, on va aller chercher un autre filet, différent, qui est calé sur une profondeur différente aussi, la maille est différente, pour essayer de varier aussi le produit que je vais pouvoir proposer, d'une part, et puis de prélever juste un petit peu de chaque espèce, on va dire, au fil du temps, pour pas épuiser, pour pas trop ponctionner toujours sur la même ressource. Essayer de varier. La diversité, c'est important. Angélique sait bien qu'il ne faut pas scier la branche sur laquelle elle est assise, et ses clients l'ont aussi compris. De retour au port, elle leur vend immédiatement le fruit de son travail. Il doit faire 1,2 kg, 1,3 kg celui-là. Bon, 1,250 kg. Le client, quand il arrive au banc le matin et que moi aussi j'arrive à quai, c'est une surprise pour tous les deux finalement. Lui, il découvre quelle va être la pêche du jour et va faire son menu en fonction de ça. Donc il y a le côté surprise qui est assez intéressant finalement. Et puis moi, je découvre aussi parfois des nouvelles personnes qui ont des envies différentes, avec des besoins différents, des ustensiles de cuisine différents. Donc je m'adapte, je propose des produits qui peuvent leur convenir par rapport à leur goût, à leur manière de cuisiner. Et on arrive vraiment à trouver un accord. Et c'est aussi ça qui est très intéressant, c'est que c'est une découverte réciproque de goût, de saveur, de technique et un vrai échange avec les gens. Ça, c'est très très agréable. Et les araignées, Voilà. c'est fini là? Alors les araignées, c'est pas fini, c'est en ce moment, mais il en passe une de temps en temps. C'est pas encore la grosse migration. Elle arrive 2 heures avant et elle nous donne son poisson il sort de l'eau. Il n'y a aucun intermédiaire. Hein. Elle le pêche, elle le vend, c'est immédiat. On ne peut pas rêver mieux que ce phénomène de circuit court. Ça, franchement, c'est extrêmement agréable et puis économiquement, c'est très valable. Là, vous savez, quand on le dépiote, c'est là où l'arête va le plus loin. Elle va quasiment jusqu'à l'arête centrale ici. Si ça vient tout seul, c'est cuit, c'est que c'est cuit à cœur. Si ça résiste, c'est que c'est encore rosé à l'arête. Voilà. Eh bien, je vous en prie. Bonne journée également. À l'intérieur des terres, près du village de Cogolin, Yann cherche lui aussi à respecter au mieux les produits qu'il cultive. Dans son jardin de la Piboule, entièrement biologique et responsable, il a décidé de réintroduire le cheval pour travailler le sol. Moi, c'était un rêve d'enfance de faire ça, de se perpétuer un savoir-faire, une tradition. Et puis le cheval, il a quand même suivi l'homme pendant toute sa civilisation, dans toutes ses aventures. Et c'est dommage qu'on perde tout depuis qu'il y a le tracteur. En l'espace de 2 générations, on a perdu beaucoup de savoir-faire lié à la traction animale. Et c'est bien de le remettre au goût du jour parce que qui nous dit qu'on n'en aura peut-être pas un jour besoin. Ce matin de printemps, Yann et son cheval Traviata binent une parcelle de jeunes plants de petits pois. On se sent, comme on dit, en communion avec le cheval quand on fait ce travail, en communion aussi avec la terre, parce qu'un tracteur, je veux dire, on va tirer un outil, nous on sera devant l'outil, on ne voit pas forcément le résultat. Parce que là, je veux dire, comme on est derrière, on voit directement le travail concrètement, on voit directement le résultat. On entend le sol qui chante, qui craque sous nos pieds. Le travail avec un cheval est, à mon sens, plus respectueux du sol parce qu'il va avoir moins tendance à compacter la terre. Du coup, si la terre est moins compactée, tous les micro-organismes qui ont besoin d'oxygène sont moins altérés par les travaux qui nous permettent de désherber les cultures. Si jamais la matière organique est bien minéralisée, les plantes vont pouvoir bien l'assimiler et donc bien grandir. Par sa démarche, Yann n'est pas en guerre contre le système actuel. Il est tout simplement intimement convaincu qu'une autre agriculture est possible et souhaite l'expérimenter dans son jardin. Allez ma grande, c'est parti! Quand j'étais petit, mes parents habitaient à La Mole
Et j'ai eu la chance d'habiter à côté du dernier viticulteur qui travaillait au cheval dans le golfe de Saint-Tropez. J'ai été fasciné par la complicité de ce monsieur avec son cheval. C'est vrai que quand j'étais petit, je pensais que donc, ce monsieur c'était le dernier des Mohicans, le dernier à pérenniser un savoir-faire séculaire. Puis au fil de mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait des grands noms de la viticulture qui se remettaient à traction animale. On voyait qu'il y avait tout un mouvement qui se faisait. Le cheval, en aucun cas, c'est une forme de nostalgie d'une époque qui est révolue. On peut travailler au cheval et vendre ses légumes par le biais d'Internet, par le biais d'un site de vente en ligne. Mais comment dire, on peut aussi arriver, grâce au cheval, à conceptualiser une agriculture basse technologie, post-carbone, donc qui se passe le plus possible des énergies fossiles. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le mythe technologique va vraiment faire une grande évolution sur la société, mais qui nous dit que c'est vraiment dans ce sens-là que va évoluer notre société. Moi, je ne suis pas intimement convaincu, c'est la raison pour laquelle j'explore d'autres voies. L'avenir donnera peut-être raison à Yann. Ce souci de préserver au mieux la nature est aussi partagé par le jardin du Rayol, sur la commune de Rayol-Canadelle-sur-Mer. Dans cette grande propriété écologique, en bord de mer, des plantes du monde entier se côtoient. Cet après-midi, Aurélia guide un groupe de jeunes pour leur faire découvrir les plantes sauvages comestibles. Alors du coup, une des premières familles que l'on croise, c'est une des plus communes, la famille du pissenlit, qu'on a tous dans nos jardins, dans nos jardinières, qu'on a tous tendance à arracher comme elles sont considérées comme des mauvaises herbes quand même. Et en fait, on pourrait toutes les manger. La visite des plantes sauvages comestibles, on l'a imaginé pour illustrer justement la diversité au niveau du monde végétal, puis le lien aussi que l'homme peut avoir avec cette biodiversité, essayer d'enlever vraiment ce mythe des mauvaises herbes et puis de partir justement sur des plantes qu'on peut savoir apprécier, que ce soit gustativement parlant, là c'est vraiment l'objet, mais là tout de suite c'est ludique, on goûte, on se rend compte que c'est des saveurs qu'on a l'habitude de côtoyer mais qu'on n'imaginait pas du tout au fond de notre jardin. Et c'est là tout l'intérêt, éveiller la curiosité pour en arriver à aimer et protéger tout ce qu'on a autour de nous. La curiosité des visiteurs, Aurélia sait l'éveiller grâce à des connaissances pointues et de nombreuses anecdotes culinaires. Alors là, il y a un arbre vraiment typique de notre région qui domine sur cette parcelle, qui a été préservé au maximum et qui va apporter de l'ombre. C'est l'arbousier. Ça vous dit quelque chose? Ces petits fruits, ils sont remplis de petits grains. Alors je fais pas de dessin, mais les grains, ça nettoie le ventre. Donc en randonnée, c'est pas agréable de manger trop d'arbouses comme ça. Par contre, faut pas hésiter, c'est à les récolter, les ramener chez soi et les préparer du coup en jus ou en gelée. C'est rempli de vitamine C, ça a énormément de vertus. C'est vraiment une plante typique du maquis que tous les habitants des Maures connaissent depuis qu'ils sont petits et qu'ils ont sous forme de confiture sur la table le matin. Là, vous remarquerez que la carotte sauvage de base, elle ressemble plus à un tout petit panais. Donc des valeurs nutritives riches, mais une couleur un peu moins appétissante, une taille aussi un petit peu moins grande. Donc là, on peut retracer presque toute l'évolution, la sélection qu'il y a eu au travers de l'agriculture et la sédentarisation qui nous a permis petit à petit d'arriver à des fruits et légumes presque monochromes, parfaits sur les étalages. En combinant des plantes aussi variées, les jardiniers du domaine du Rayol multiplient leurs interactions, ce qui permet une régulation naturelle des ravageurs et des pollinisateurs, ainsi qu'une meilleure gestion de l'eau. Ce qui va surprendre les visiteurs finalement dans le jardin, c'est le désordre ambiant. On est tellement habitué en fait au jardin propre et carré qu'ici on arrive et on voit toutes ces plantes sauvages pousser de manière, on va dire anarchique, mais les jardiniers sont là quand même pour gérer tout ça. Et le but du jeu, c'est presque de commencer à apprécier le désordre dans le jardin. Voilà, c'est une invitation à faire un pas en avant de la biodiversité, on va dire. Ou plutôt un plongeon dans la biodiversité. À Port-Cavalère, Grégory et Florent, deux chargés de suivi scientifique, partent explorer ce matin les fonds de l'aire marine protégée. Il y a quelques années, un gisement très important de grandes nacres a été repéré et il faut régulièrement faire des contrôles pour surveiller cette population. Alors aujourd'hui, on va faire une mission un peu particulière. On va plonger sur ce site-là, qui est le site du Dattier, et on va rechercher des grandes nacres. Alors les grandes nacres, c'est ce fameux coquillage protégé et qui est le deuxième plus gros coquillage du monde, qui peut atteindre 1,20 m.
Alors une grande nacre, c'est une espèce de moule géante de couleur ocre, un peu orangée, et tout l'intérieur de ce grand coquillage est recouvert de nacre, donc c'est un coquillage assez magnifique. On fait le tour de la patate en allant chercher l'herbier et en étant bien vigilant sur les grandes nacres qui pourraient dépasser de l'herbier. On essaye de la chatouiller gentiment pour essayer d'évaluer son état de vitalité, si elle se referme bien ou si elle réagit pas du tout à nos stimuli, quoi. Ok ? Ouais, ça marche. C'est pas une plongée technique, on est sur des petits fonds, on va entre 15 et 20 mètres de profondeur. Et c'est d'aller chercher l'herbier qui est posé, l'herbier de Posidonie qui est posé au pied de la roche sur laquelle on est amarré et dans lequel potentiellement il y a des grandes nacres. Cette vigilance particulière à l'égard de la grande nacre s'est imposée à cause d'une forte mortalité. Il semblerait qu'un parasite soit à l'origine de ces nombreux décès, mais d'autres paramètres pourraient entrer en jeu. Donc là on vient de sortir de l'eau, on a trouvé un individu de grande nacre mort. C'est un petit peu la mauvaise nouvelle du jour. Cela dit, il y a encore d'autres individus qui sont bien vivants, donc on peut espérer qu'ils résistent aux parasites à court terme. Mais bon voilà, on a encore quelques inquiétudes à lever dans l'avenir. Là on a une coquille qui est complètement concrétionnée. On voit pas mal de petites algues encroutantes là de couleur rose, c'est assez joli. Et voilà, donc c'est une espèce protégée que je vais aller remettre dans l'eau très rapidement. Bon, c'était une bonne plongée. On a eu pas mal de choses intéressantes, beaucoup de vie. Et surtout des nacres encore vivantes, donc ça c'est très positif. Merci Flo. On a un doute encore sur le fait qu'on a trouvé un individu mort. Donc là, il reste à savoir si c'est vraiment le parasite qui l'a tué ou pas. Bah là, on est sur des densités assez importantes quand même. On a en gros un individu par mètre carré, donc c'est vraiment très important. À titre de comparaison, sur Port-Cros, c'est individu pour 100 mètres carrés. Donc là, on a vraiment un patrimoine très important à préserver. Et c'est un petit peu l'inquiétude qu'on a si cette population venait à mourir à cause du parasite, c'est qu'on perdrait du coup vraiment quelque chose de très important d'envergure nationale, quoi. Au domaine Murennes, Yvan et Rachel préservent eux aussi un patrimoine exceptionnel. Sur les hauteurs des collines, en plein milieu du maquis, ils s'occupent chaque jour d'un vignoble biologique familial chargé d'histoire. Au moment de planter, on a dû défoncer le terrain et on a trouvé des vestiges assez intéressants. En l'occurrence, c'est des morceaux de jarre qui permettaient à l'époque de conserver le vin. On situe ça sur l'époque romaine à peu près. Nous, on sait que depuis au moins 5 générations, il y avait des vignes ici. Ce qu'on a essayé de faire depuis une dizaine d'années, c'était de préserver l'héritage de nos anciens, de l'améliorer et de le transmettre. Voilà, c'est ce qu'on est en train d'essayer de réaliser. C'est un dur travail parce qu'on est très isolé. La situation géographique du domaine, elle est assez particulière puisqu'on se situe à un quart d'heure, 20 minutes de Saint-Tropez, donc de l'euphorie de l'été, on va dire. Connu, hein, c'est connu pour ça. Et on est dans un lieu au cœur du massif des Morts. Il n'y a pas une maison autour de nous, on peut le voir. Sur ces parcelles, Yvan cultive différents cépages qui donneront aussi bien du blanc que du rosé et même un rouge un peu épicé se rapprochant des saveurs des Côtes-du-Rhône. Avec son fils Julien et son ami et œnologue Emmanuel, ils doivent aujourd'hui travailler l'assemblage de la future cuvée. Sur du 2017, là, ouais, je pense que ça a dû bien évoluer. Donc le travail d'aujourd'hui, c'est de déguster chaque barrique pour pouvoir faire notre sélection des 2 cuvées différentes. Une cuvée qui serait être bon pour être bu de suite, donc sur le fruit, la souplesse, la rondeur, et une cuvée pour la garde, donc qui sera plus axée sur la richesse, la puissance et la longévité. Une jolie robe, hein. Puis un nez, on sent bien le fumet, hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, joli nez, vraiment très sur les épices. Le boisé est présent sans être omniprésent. Et la bouche, une très belle longueur, belle harmonie. C'est en plein. Donc celui-ci, pas de souci. On sélectionne. Il fera partie de la future mise en bouteille. On passe aux choses sérieuses? Allez, on va goûter. Allez. Précisément sur la table là-bas. On y va.
Dernière étape, et pas des moindres, assembler les échantillons des différentes barriques pour obtenir le précieux millésime. On a présélectionné les meilleurs fûts pour faire la collection. Donc on avait présélectionné 6. On a fait l'assemblage des 6. C'était encore un petit peu rustique. Donc j'ai enlevé le plus mauvais des 6, le plus planique. On a refait l'assemblage avec 5 fûts. Et là, on a un truc soyeux, vraiment gourmand, agréable, tout en rondeur et en richesse. Ce qu'on voulait. Et la conclusion, c'est qu'on se retrouve sur un millésime un petit peu meilleur que celui de l'année dernière. Mais c'est l'effet millésime, justement, donc on est content. Un peu plus de puissance que l'année dernière et un peu plus de richesse. En attendant de déguster la prochaine cuvée, Rachel, la femme d'Yvan, part cueillir quelques herbes et légumes sauvages pour le déjeuner. On va cueillir quoi, Tati? Eh bien, on va faire des asperges pour la brouillade à midi. D'accord. Vous les ramassez un peu basses? D'accord. Là, comme ça? Ouais, regarde qu'on ait quelque chose à... Ouais, c'est bien, casse. La nature sauvage, au printemps, nous apporte vraiment une certaine autonomie. Depuis que je suis toute petite, comme les filles, on ramasse les asperges. Alors ça, c'est des fleurs de roquette, les filles. On va les ramasser pour les mettre dans la salade parce que ça a un petit goût poivré, c'est délicieux. Donc vous faites glisser votre doigt et vous les mettez là dans mon chiffon. Comme ça? Voilà, parfait. À partir du moment où on est venu se réinstaller à Murennes, c'était vraiment important de reprendre tout ce que j'avais appris quand j'étais enfant. Je suis heureuse de pouvoir raconter quelque chose quand je cuisine. Et du coup, je raconte l'histoire de notre famille par cette tradition de cueillette. Eh ben, on va manger? On va préparer? Oui. Donc on va faire la brouillade d'asperges et on va faire la salade des fées. En totale autonomie, avec des produits glanés ici et là, Rachel prépare le repas qu'elle servira à la table d'hôte du domaine. Chaque semaine, des curieux s'aventurent jusqu'ici pour mettre les pieds sous la table en compagnie des propriétaires. On va prendre l'apéritif avec le rosé et pour l'accompagner, je vous ai préparé un pain aux herbes sauvages et aux olives. Ensuite, pour la dégustation du blanc, pour être sur le côté végétal, on va faire la brouillade d'asperges et la salade des fées. La salade des fées, donc elle est faite avec toutes les fleurs qui sont comestibles en ce moment et toutes les petites salades sauvages. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Et une bonne dégustation. Bonne santé. Hein. Bon appétit. Santé à tous. Santé. Si ce vin il est aussi particulier, c'est qu'il y a réellement quelque chose qui se passe dessous, qu'on ressent au profond de nous-mêmes, dans notre cœur, de partager des repas simples, de partager des moments. Et quand on est ici, on n'a pas envie d'en partir. Alors, Marius, à mon grand-père. À l'image du domaine Murennes, le golfe de Saint-Tropez est une terre d'accueil où l'on aimerait rester. Une terre d'hommes et de femmes vivant en harmonie avec la nature et l'environnement, tout simplement. Aujourd'hui, je vous propose des petits farcis de Provence. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 4 petites tomates, 6 petits oignons nouveaux, 4 mini aubergines, 4 mini courgettes, 4 grosses courgettes, 2 gousses d'ail, 100 g de jambon blanc ou de dinde, 50 g de pignons de pin, 75 g de parmesan râpé, une botte de basilic vert, quelques feuilles de basilic pourpre ou d'oxalis rouge, une branche de thym frais, de l'huile d'olive. Après avoir lavé tous les légumes, épluchez les oignons. Sur 4 d'entre eux, coupez la base de la tête et bien vider avec une cuillère à café ou à pomme parisienne. Dans cette recette, il est important de garder toutes les chutes des petits légumes. Celles-ci vous serviront à farcir vos légumes. Blanchir à l'eau bouillante ces oignons et leurs têtes, les plonger dans de l'eau froide et les égoutter. Hachez finement les 2 oignons restants, épluchez l'ail, enlevez le germe du milieu et l'écrasez. Coupez les grosses courgettes en 4 dans la longueur, sans garder le centre, puis les émincer. Faire chauffer 3 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une poêle et faire revenir l'oignon haché et l'ail écrasé, sans laisser colorer. Puis ajouter les courgettes émincées, laisser cuire 1 minute en remuant. Après cuisson, émincer, puis réserver. Coupez le haut de chaque tomate, les épipiner et les creuser.
Réservez les chapeaux et l'intérieur. Salez, puis retournez pour les faire dégorger. Le sel va faire sortir l'eau des tomates, ce qui leur évitera d'éclater pendant la cuisson. Coupez un chapeau dans le sens de la longueur aux aubergines et aux mini-courgettes et creusez délicatement l'intérieur à la cuillère ou au couteau, surtout sans percer la peau. Hachez finement les chairs internes des légumes, ciselez le basilic, réservez quelques pignons de pain pour le dressage et hachez tout le reste. Taillez le jambon en dés. Mettre l'ensemble dans un saladier avec le parmesan râpé et les légumes poêlés et émincés. Bien mélanger, puis farcir délicatement les légumes. Ne pas hésiter à couper la base des légumes si ceux-ci ne sont pas très stables. Huilez un petit plat, idéalement en cuivre ou en terre vernissée, et placez tous les légumes avec la farce vers le haut. Arrosez d'un filet d'huile et remettre les chapeaux. Enfournez dans un four préchauffé à 160 degrés et laissez cuire 15 à 20 minutes en surveillant la cuisson et en arrosant régulièrement les légumes avec le jus de cuisson ou en ajoutant un peu d'eau. Pour le dressage, disposez dans chaque assiette un oignon, une tomate, une aubergine et une courgette. Servir à température ambiante en décorant avec l'oxalis rouge, le thym, les pignons de pin et en arrosant d'un peu d'huile de cuisson. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.